Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'attends que les derniers participants se connectent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier webinaire avant les congés d'été. Je tiens à remercier tous les participants pour leur disponibilité. Je suis donc Sylvie Lebeau de MD 101 et j'ai le plaisir d'avoir pour conférencier aujourd'hui Isabelle Vigier, donc du cabinet d'avocats Vigier. Isabelle est avocate depuis 25 ans et travaille dans le droit de la santé depuis 15 ans. J'ai également à mes côtés Anne-Laure Rousset, qui est donc consultante en affaires réglementaires pour MD101, et Julien Proutot, directeur de Neomed, qui est donc une société qui, lui, est expert en dispositif médical avec plus de 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, la présentation porte, excusez-moi, je vais commencer par la première page, c'est mieux, sur l'impact du nouveau règlement européen pour les distributeurs, importateurs et mandataires. Voilà. Concernant l'organisation logistique, donc la présentation du jour devrait durer approximativement 45 minutes, au cours desquelles vous pouvez poser des questions via la petite boîte questions et réponses que je listerai en fin de présentation, et nous prendrons une quinzaine de minutes à la fin de la présentation pour pouvoir revenir sur ces questions et y répondre. Donc en termes de programme du jour, on reviendra plus particulièrement sur la présentation des différents opérateurs économiques, les obligations du mandataire, les obligations des importateurs et des distributeurs, un zoom sur l'article 16 et enfin, à chacune des responsabilités des différents opérateurs économiques, on aura le point de vue juridique. Je laisse la parole à Anne-Laure. Bonjour à tous. Moi, ma mission aujourd'hui, en fait, c'est de balayer en fait les différents opérateurs économiques qui ont été distingués par le nouveau règlement 2017-745 et faire le point sur le fabricant et le mandataire, qui sont, je pense, les deux statuts qui ont le moins évolué puisqu'ils existaient déjà sous la directive et qu'ils ont eu des profils et des obligations renforcées sous le règlement. Donc, le nouveau règlement 2017-745 va voir émerger des nouveaux opérateurs économiques, notamment l'importateur qui avait été introduit par le guide bleu, mais qui va vraiment avoir une destination propre dans le nouveau règlement, les assembleurs, les distributeurs. Ce qui est important de savoir, et surtout de préciser, c'est que le statut d'un opérateur économique se définit par produit, ce qui signifie qu'une même organisation peut être fabricant, mandataire, importateur et ou distributeur. Next. Donc, le règlement 2017-745 consacre 71 définitions aux opérateurs économiques contre 14 sous la précédente réglementation, à savoir la directive 93-42. Vous pouvez voir les différentes définitions que sont celles des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 4 définitions s'appuient sur 3 définitions qui sont utiles et qui permettent vraiment de comprendre chaque statut et surtout de permettre de le déterminer. La première, c'est celle de la mise sur le marché. Alors, la mise sur le marché, ça correspond à la première mise à disposition sur le marché européen. Donc là, clairement, c'est la définition de l'importateur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'importateur, le but, c'est de permettre la distribution, la commercialisation d'un produit qui a été fabriqué dans un pays tiers de l'Union européenne et de le ramener à l'intérieur de l'Union. Deux autres définitions vont être utiles pour déterminer le statut des différentes sociétés. Ça va être la mise à disposition sur le marché et la mise en service. Alors, la mise en disposition sur le marché correspond à la fourniture d'un dispositif pour être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Alors, la notion de gratuit, elle a été ajoutée pour englober les échantillons dans le spectre du règlement. Jusqu'à maintenant, les échantillons n'avaient pas toujours eu un statut forcément bien déterminé. Là, grâce à cette définition, ils rentrent dans un spectre, la mise à disposition sur le marché. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que les dispositifs sous investigation vont être sortis du champ du règlement. Ils sont à part, on ne parlera pas de mise à disposition sur le marché pour ces dispositifs. Quant à la mise en service, elle correspond à la mise à disposition de l'utilisateur final, sauf dispositif sous investigation. Et là, c'est important de noter parce que ça va vraiment correspondre à toutes sortes d'établissements et notamment la grande distribution qui peut être amenée à distribuer un pansement, par exemple,
là, ils vont vraiment faire ce qu'on appelle une mise en service. Donc, la mise à disposition sur le marché et la mise en service, on les retrouvera principalement dans le statut de distributeur. Next. Merci. Donc, ici, en fait, on a repris les différents éléments qui ont pu être élaborés par des définitions un petit peu lourdes de manière schématique. Alors, on va prendre une hypothèse, le fait d'un fabricant qui a sa maison mère qui est en dehors de l'Union européenne. Le fabricant, pour pouvoir commercialiser sur la zone de l'Union européenne, va devoir prendre un mandataire pour le représenter de manière dite administrative. Mais ça, on y reviendra après dans la partie qui sera déterminée pour le mandataire. Quant à l'importateur, lui, son but, ça va être de mettre sur le marché pour la première fois le dispositif. Et ce dispositif qui va pouvoir être mis à disposition sur le marché et mis en service sur le territoire de l'Union va souvent l'être par le distributeur. Sachant qu'il est possible qu'un mandataire soit également importateur. Les statuts, même s'ils sont bien distingués, rien n'empêche de les avoir en cumulatif pour une même organisation. Quelqu'un qui prend et la casquette de mandataire et la casquette d'importateur, par exemple. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, nous allons pas justement nous attarder sur le statut du fabricant, puisque je pense que les nouveaux statuts sont plus intéressants à étudier en profondeur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le fabricant, c'est un statut qui existait déjà sous la directive. On a gardé les obligations de la directive. Par contre, ces obligations, elles ont été renforcées par de nouvelles règles, sachant que ce renforcement est principalement axé sur une approche de sécurité fondée sur le cycle de vie et en fait qui repose principalement par rapport à des données cliniques. Donc, on va balayer en fait les différentes nouvelles obligations du fabricant pour pouvoir nous consacrer plus à propos avec le mandataire, l'importateur et le distributeur. Donc, les nouvelles obligations du fabricant. Donc, le fabricant va tout d'abord avoir de nouvelles responsabilités en matière de transparence. Elles sont principalement liées aux obligations d'enregistrement dans EUDAMED. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, EUDAMED, on ne connaît pas encore la date définitive, elle a souvent bougé, mais ça va vraiment être un portail important puisque ça va permettre d'être transparent vis-à-vis de l'utilisateur, vis-à-vis des autorités compétentes, vis-à-vis de tous les acteurs du monde du dispositif médical. On y reviendra plus à même, je pense, dans la partie du mandataire. Le fabricant va devoir suivre son dispositif également tout au long de son cycle de vie, en mettant en place une surveillance après commercialisation. C'est vrai qu'en fait, le reproche qui était souvent fait au dispositif médical, c'est que la documentation technique était faite, l'entreprise, le fabricant, obtenait un marquage CE, et toute la durée de vie du marquage CE, on n'avait pas forcément toujours de données qui étaient enregistrées, d'éléments qui étaient apportés. Donc, ça va vraiment permettre de pouvoir se projeter dans le temps et de voir évoluer son dispositif médical dans la période de vie de son marquage. De même, la gestion des risques, si tu peux revenir en arrière, merci. De même, la gestion des risques devra se faire tout au long du cycle de vie et notamment avec la nouvelle notion du maintien permanent du bénéfice-risque. Ça, c'est une nouvelle notion qui sera importante pour le fabricant, mais qu'on trouvera pour tous les dispositifs. Et la nouvelle notion de traçabilité apparaît également dans le règlement au travers de la mise en place d'un identifiant unique du dispositif, le fameux UDI. La transparence sera de mise également au travers d'une formalisation des liens avec les partenaires. Et enfin, le fabricant, tout comme le mandataire, va devoir disposer d'une personne en charge de veiller au respect de la réglementation, la fameuse PCVRR. Alors, juste une chose par rapport à la PCVRR, c'est une mission, c'est un statut qui apparaît là pour deux acteurs principaux qui sont le fabricant et le mandataire. Donc, on aura l'occasion d'aller plus profondément dans ce job au niveau du mandataire. Par contre, il y a juste une chose qui est à préciser par rapport aux fabricants. Aujourd'hui, tous les fabricants de dispositifs médicaux vont avoir l'obligation de disposer de cette personne au sein de leur organisation, au bémol près que pour les donc les micro-entreprises, celles qui ont moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions, et pour les petites entreprises, celles qui ont moins de 50 salariés et un chiffre d'affaires qui est inférieur à 10 millions d'euros. Dans ces cas-là, ils n'ont pas l'obligation d'avoir une personne au sein de l'organisation. Ils peuvent externaliser cette fonction, mais à la condition d'être en permanence et sans interruption
en mesure de joindre cette personne, qu'elle soit à leur disposition de manière continue. Donc, j'ai juste fait cette synthèse des obligations du fabricant pour montrer que le fabricant a un peu plus d'obligations que précédemment sous la directive. Concernant son organisation, les modifications sont peu évidentes. Par contre, dans les obligations, dans la partie avant mise sur le marché et après mise sur le marché va être beaucoup plus importante, avec plus d'informations à fournir de la part du fabricant et également plus de suivi dans le temps de son dispositif médical. Donc, on a balayé rapidement la partie fabricant, on va plus s'attarder sur la partie du mandataire. Donc, le mandataire, comme vous le voyez, il avait déjà sa définition sous la directive. Elle est renforcée au niveau du règlement, notamment avec des conditions de validité du mandat. Pour pouvoir être mandataire, il faut déjà dans un premier temps que le fabricant soit établi en dehors de l'Union européenne. Le mandataire, quant à lui, doit être, pour le coup, établi dans l'Union européenne et disposer en permanence d'une personne en charge de veiller au règlement et au respect de la réglementation. Le mandat, pour être valable, doit être écrit, ce qui n'existait pas sous la directive, couvrir tous les dispositifs médicaux d'un même groupe générique, et il est unique par produit, c'est-à-dire qu'un fabricant étranger qui décide de passer par un mandataire pour 5 produits devra faire 5 mandats différents pour chacun des produits qu'il confiera au mandataire. Donc, les nouvelles obligations du mandataire. Donc là, on va un peu plus rentrer sur les obligations de transparence, puisque une fois que DAMED fonctionnera, le mandataire devra s'y enregistrer en tant que mandataire et tenir à jour les informations qu'il détiendra, lui, en tant que mandataire. Le mandataire doit également vérifier que le fabricant, quand bien même il est à l'étranger, est bien enregistré dans EUDAMED. Et il doit aussi vérifier que ce fabricant a enregistré les différents produits qu'il lui a confiés dans le mandat dans EUDAMED pour que la transparence soit complète et globale. Au niveau de la vérification, il est important que le mandataire soit actif dans son mandat et donc vérifier que la déclaration de conformité et la documentation technique ont été établies et surtout qu'elles soient conformes à la réglementation. C'est important parce qu'en fait, quand ils vont être amenés à travailler avec des importateurs ou des distributeurs, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir transmettre une déclaration de conformité quand elle leur est demandée. Quant à la notification, ça c'est aussi un point qui est important puisque en fait ça reprend également la partie de la vigilance, c'est que le mandataire doit informer le fabricant des réclamations et des signalements. Aujourd'hui, un fabricant il a l'obligation d'être vigilant par rapport aux réclamations ou à toute matériovigilance de son dispositif médical. Ce qu'il doit également, c'est avoir obtenu les informations des mandataires qui le représentent dans d'autres pays, dans d'autres zones du monde. Le mandataire doit également transmettre au fabricant toute demande d'échantillon ou d'accès à un dispositif médical d'une autorité compétente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un dispositif médical doit rentrer dans la zone européenne, il sera important que les autorités compétentes puissent faire la demande auprès du mandataire d'échantillons afin de vérifier les données techniques du dispositif médical. Les mesures préventives, je vais revenir juste un peu avant. Quant aux mesures préventives et correctives et à la conservation, c'est important également pour le mandataire de disposer d'une copie de la documentation technique. Alors, ça n'a pas toujours été forcément très évident sous la directive, mais là, c'est vraiment stipulé clairement, c'est qu'au moins, ils aient une copie, même si ce n'est pas eux qui remplissent la documentation technique. Et ces documents, bien sûr, ils doivent les garder pendant un certain temps pour pouvoir relever toute réclamation. La confidentialité, bien sûr, un mandataire doit garder secret toutes les données personnelles confidentielles, les secrets d'affaires qu'il aurait avec le fabricant. Et quand on revient à cette personne que sera la personne en charge de veiller au respect de la réglementation, pour le mandataire, quel que soit son profil, quel que soit son chiffre d'affaires, il se doit de disposer à demeure, donc au sein de son organisation, donc de cette personne qui va être pour pouvoir avoir ce rôle de personne chargée de veiller au respect de la réglementation, va devoir disposer de compétences et d'expériences minimales prévues par le règlement. Pour cela, il faut que la personne, la fameuse PCVRR,
et un diplôme d'études supérieures plus 1 an d'expérience en qualité ou en affaires réglementaires, ou que ce soit une personne qui a acquis 4 ans d'expérience toujours dans les affaires réglementaires et dans les affaires de qualité. Et elle aura des missions vraiment de suivi et d'accompagnement tout au long de son poste au sein de l'organisation du mandataire. En synthèse des obligations du mandataire, il est important de rappeler que cette notion de mandataire, elle avait été très bien étudiée au travers du Guide bleu en 2016, qui expliquait qu'un mandataire est là pour agir, pour, au sein du moins, représenter le fabricant, mais sur la nature administrative. Le fabricant ne peut pas déléguer au mandataire certaines missions, notamment des missions de documentation technique, de réalisation de documentation technique, ni d'obligation d'effectuer des études cliniques, ni des missions telles que pouvoir concevoir un dispositif médical ou le modifier. Donc en fait, le mandataire représente le fabricant sur l'Union européenne, mais sans non plus outrepasser toutes les fonctions du fabricant. Ce qui est intéressant, c'est maintenant Isabelle qui va intervenir sur la partie juridique, le point de vue du juriste vis-à-vis du fabricant et vis-à-vis du mandataire. Merci Anne-Laure. Alors effectivement, là, juste un petit point pour vous rappeler la responsabilité du fabricant, même si aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est plutôt le mandataire, le statut d'importateur et de distributeur qui nous intéresse. Bon, il était important de rappeler que le fabricant reste le premier et principal responsable du défaut du dispositif qu'il fabrique. Donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait des produits défectueux. Et notamment issu de la directive européenne de 85 qui a été transposée en droit français, d'accord. Et je vous ai remis la mention, puisque ça a été introduit dans le Code civil, où c'est le producteur, donc le fabricant, qui va être responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat à la victime. Dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le fabricant va avoir une obligation de disposer d'une couverture financière suffisante. Mais il n'y a pas que cette responsabilité du fait des produits défectueux, il y a aussi la responsabilité du fabricant qui pourrait être engagé en cas de manquement à la conformité au règlement. Donc, ce qui va peut-être poser des problèmes effectivement dans sa relation, ou en tout cas dans la relation avec le mandataire, puisque maintenant, passons du côté du mandataire. Comme vous l'a dit Anne-Laure, le mandataire, en fait, il agit pour le compte du fabricant pour pouvoir accomplir des tâches, des missions qui vont être précisées dans un mandat écrit. Donc, effectivement, là, on n'a plus, entre guillemets, le choix. Il faut faire un contrat écrit, un mandat écrit entre le fabricant et le mandataire pour préciser un certain nombre d'obligations à minima. Et les obligations que le règlement met à la charge du fabricant et du mandataire, on n'a pas le choix. À minima, les obligations doivent être prises. Et il ne s'agit pas d'une délégation de responsabilité du fabricant vers le mandataire de ses obligations. À ce titre-là, du coup, le mandataire et le fabricant ont une responsabilité solidaire, et notamment en cas de défectuosité du dispositif, ils seront effectivement tous les deux responsables, bien que le mandataire, comme vous l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, ne peut pas modifier le produit. Et puis, en fait, ça va poser aussi peut-être un certain nombre de soucis, ou en tout cas, on va s'interroger sur la difficulté de mettre en place un contrat de mandat entre un mandataire et son fabricant, quand, comme tout à l'heure, Anne-Laure vous l'a montré, quand elle a pris l'exemple du schéma de la maison mère qui est en dehors de l'Union européenne, avec un mandataire, par exemple, qui serait au sein de l'Union européenne, on a vu qu'il y avait des obligations de vérification. Donc, c'est peut-être toujours un peu gênant d'avoir une filiale qui va demander à sa maison mère est-ce qu'elle a bien respecté l'ensemble des obligations. Donc, ça va être intéressant au niveau de la mise en œuvre. Et puis, en plus, une des obligations du mandataire, ça va être qu'en cas de non-respect des obligations par le fabricant, donc quand le mandataire va s'apercevoir que le fabricant ne respecte pas ses obligations, le mandataire doit mettre fin au mandat et en plus en informer immédiatement l'autorité compétente. Donc, en France, nous, ça va être l'ANSM, et des raisons pour lesquelles il met fin à ce mandat. Et le cas échéant, l'organisme notifié qui sera concerné par le dispositif médical.
Donc effectivement, ça peut poser un certain nombre de questions et d'interrogations sur la mise en œuvre pratique et il va être intéressant de regarder comment les relations vont vraiment se mettre en place en fait, entre le mandataire et le fabricant. Et puis effectivement, dans la vie des entreprises et des dispositifs, il y aura certainement aussi des changements de mandataire. Et au moment du changement du mandataire, il va y avoir une obligation d'un accord avec le fabricant et si possible le nouveau mandataire. Donc à partir du moment où on mettra fin au mandat du premier mandataire, il faudra que ce soit formalisé au travers d'un accord avec le fabricant. Dans cet accord, que va-t-on y retrouver? La date de fin de mandat du mandataire sortant et la date de début du nouveau mandat avec le nouveau mandataire, la date à laquelle l'ancien, donc le sortant, peut être encore indiqué dans les informations fournies par le fabricant et notamment sur la documentation publicitaire. Et puis, à la fin du mandat, l'ancien mandataire a toujours l'obligation de transmettre les réclamations ou les signalements reçus relatifs à des incidents supposés sur le dispositif qu'il revêt de son mandat. Il va avoir obligation de le transmettre au fabricant ou au nouveau mandataire. Effectivement, on peut s'interroger de savoir à partir de quel moment l'ancien mandataire n'engage plus sa responsabilité. Et là, si le règlement est clair sur un certain nombre de points, en tout cas, en matière de responsabilité, il n'est pas tout à fait explicite. Voilà pour la partie du mandataire, avant que l'on aborde la partie des importateurs et des distributeurs. Julien, à toi. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des obligations des importateurs et des distributeurs. Donc les principales obligations des importateurs sont définies dans l'article 13 du nouveau règlement et l'article 14 pour les distributeurs. Donc elles sont globalement assez similaires, assez proches. Il y a beaucoup de points qu'on retrouve pour les deux acteurs. Donc ces obligations sont pour la plupart des nouveautés du règlement. Il y avait très peu d'obligations pour les distributeurs dans la directive et on ne parlait pas des importateurs. La finalité de toutes ces obligations, c'est vraiment de s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont conformes au règlement. C'est vraiment une volonté du nouveau règlement de faire contribuer ces opérateurs et tous les opérateurs économiques, donc en particulier les importateurs et distributeurs, à la surveillance des produits qu'ils commercialisent. Mais c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve aussi sur les nouvelles obligations du mandataire. Ensuite, donc, il y a donc les importateurs. Alors, à chaque fois, je vous dirai si ça concerne les importateurs, les distributeurs ou les deux. Donc, pour les importateurs, ils ont un certain nombre de vérifications à faire sur les produits qu'ils importent, donc qui sont cités ici, que le dispositif porte bien le marque HCE, que la déclaration de conformité a été établie, que le fabricant est clairement identifié, que le mandataire est désigné, que les… Non, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Voilà. Que l'étiquetage est conforme au règlement, que la notification requise accompagne bien le dispositif et que l'UDI a été attribué. Donc, il faut vérifier, il faut que l'importateur vérifie tous ces points et il faut qu'il ait des enregistrements pour apporter la preuve qu'il a bien vérifié ces points. C'est ça qui est important. Donc, archiver tous les certificats CE et toutes les déclarations de conformité qui ont été transmises par les fabricants ou les mandataires et, par exemple, avoir une checklist des éléments qui doivent figurer sur la notice, une checklist qui montre que l'importateur a bien checké que l'étiquetage était conforme à la réglementation. Ensuite, pour le distributeur, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Alors, un petit peu, il y a certains points en moins, mais donc, toujours vérifier que le dispositif comporte le marque HCE, que la déclaration de conformité a été établie, que l'importateur a été identifié. On en parlera après, mais les importateurs vont être aussi identifiés maintenant. Donc, c'est un point qu'un distributeur doit vérifier s'il y en a un. Que les informations fournies, donc étiquette notice, sont conformes au règlement et que l'UDI a été attribué. Par contre, là, il y a une notion pour les distributeurs où on demande que les vérifications, le règlement précise que la vérification peut être effectuée sur des échantillonnages représentatifs. Donc d'abord, ça sous-entend que chaque lot de produit ou que chaque commande doit être vérifiée. Ce n'est pas une vérification initialement qu'on fait. Et attention, s'il y a échantillonnage, il faudra le justifier. Ensuite… Donc ça, j'en parlais précédemment. Le règlement demande aussi maintenant que les importateurs soient identifiés sur les produits ou sur les étiquettes ou sur les notices. Alors par contre, il ne précise pas dans quel cas on doit le faire. Ça doit être forcément sur le dispositif, sur les trois. Je pense que c'est une question, c'est du cas par cas. C'est si possible sur le dispositif, sinon sur l'emballage, sinon sur les documents d'accompagnement.
Et donc l'importateur est identifié avec le petit logo. Donc la 15223 qui a été mise à jour récemment prévoit un logo pour identifier les importateurs. C'est celui qu'on retrouve là sur la slide. Et et à côté de ce logo, il faudra indiquer le nom et l'adresse de l'importateur. Et ce nouveau marquage ne doit pas venir masquer le marquage du fabricant. Alors pour Edamed, donc pour les importateurs, ils devront vérifier que les produits sont bien enregistrés dans Edamed et devront ajouter leurs coordonnées à l'enregistrement. Donc globalement, alors c'est pareil en Edamed, on ne sait pas encore exactement comment ce sera, mais globalement, le fabricant enregistre son produit sur Edamed et l'importateur va s'enregistrer comme importateur de ce produit-là. Alors là, ça concerne aussi bien les importateurs que les distributeurs, c'est qu'ils ont une obligation de respecter les conditions de stockage et de transport telles qu'elles ont été établies par le fabricant. Donc c'est pareil, en cas de contrôle, il faut aussi pouvoir prouver qu'on les a respecté ces conditions. Donc ça peut passer au travers d'enregistrement de contrôle de stock ou d'avoir une procédure aussi pour lutter contre les nuisibles. Ce genre de choses qu'on retrouve classiquement chez des fabricants. Même si c'était, j'ai envie de dire, induit dans le passé, maintenant c'est clairement écrit dans le règlement. Alors un point important aussi, concernant aussi bien les importateurs que les distributeurs, c'est qu'on leur demande de mettre en place des registres qui leur permettent d'enregistrer toutes les réclamations clients qu'ils ont, tous les dispositifs non conformes qu'ils sont amenés à rencontrer au fil du temps, et d'enregistrer aussi tous les rappels et les retraits de l'eau qui auraient pu être effectués par le fabricant. Donc globalement, ouais, on leur demande vraiment d'avoir un registre de tous les événements et aussi donc ça on en a parlé un petit peu pour les mandataires, mais de participer, de permettre de la remontée d'informations auprès des mandataires ou des fabricants pour participer à la surveillance. Donc, toujours comme pour le mandataire, hein, toujours dans cet esprit-là, l'importateur et les distributeurs doivent contribuer à la surveillance. Donc, ils ne doivent pas mettre sur le marché un produit qui est non conforme ou qui suspecte de l'être. Ils doivent informer le fabricant et le mandataire en cas de détection d'un produit non conforme. Et ils doivent coopérer avec le fabricant, son mandataire ou les autorités compétentes pour la mise en place d'actions correctives de retrait de rappel de l'eau. Donc, c'est pareil, ça, dans les faits, ça se faisait déjà. Hein. En cas de rappel de l'eau, les distributeurs souvent contribuent au rappel de l'eau. Mais maintenant, c'est clairement inscrit comme une obligation pour eux. Et en cas de détection d'un risque grave ou d'un risque d'incident grave, ils doivent informer immédiatement les autorités compétentes et l'organisme notifié le cas échéant. Et un autre point, c'est qu'une autorité compétente, alors on l'a aussi dit pour les mandataires, une autorité compétente peut demander à un distributeur ou un importateur de lui fournir gratuitement des échantillons ou de lui donner un accès à un dispositif, par exemple pour le cas d'un équipement, s'ils veulent effectuer des contrôles supplémentaires dessus ou des investigations sur un produit. Donc là, j'ai schématisé un petit peu ce principe, vraiment qui est un nouveau principe très fort dans le règlement, c'est vraiment que tous les acteurs doivent contribuer à la surveillance. Donc voilà, c'est un petit peu pour illustrer la remontée d'informations dans un sens et puis la transmission des informations dans l'autre. Donc en cas si un fabricant fait un rappel de l'eau ou une action corrective, elle va transiter par l'importateur pour arriver au client final. Et si par contre, s'il y a une réclamation client ou une non-conformité, elle va remonter jusqu'au fabricant. Et ensuite, on retrouve un peu le schéma un peu sur le même principe pour les distributeurs où il peut y avoir un acteur supplémentaire qui est l'importateur, qui peut être un autre intermédiaire, mais le principe reste le même. Il faut que l'information remonte en cas de problème sur un produit jusqu'au fabricant, voire l'autorité compétente si le risque est grave, et que les informations puissent redescendre en cas de rappel de l'eau ou de fiche de sécurité si besoin. Alors ensuite, un mot sur l'article 16. Alors, l'article 16 du règlement, c'est un article qui précise des conditions dans lesquelles les obligations du fabricant pourraient s'appliquer à l'importateur ou au distributeur. Donc, on retrouve 3 cas. Hein. S'il met sur le marché un produit sous son nom propre, sous sa propre marque. Donc, c'était beaucoup le cas de tous les systèmes OBL OEM. Donc, les systèmes OBL où un distributeur étiquetait le produit sous sa marque. Un produit qui était qui provenait d'un fabricant OEM, donc le fabricant d'origine. Donc les marques distributeurs, ça reste quelque chose qui est possible. Il faut qu'il y ait un accord qui soit conclu entre le distributeur et le fabricant.
et que le fabricant soit clairement identifié sur l'étiquette. Donc, à côté de l'usine noire, on doit retrouver le nom du fabricant d'origine et pas le nom du distributeur. On ne peut pas laisser la confusion. Voilà. Et donc, du coup, le fabricant garde la responsabilité des exigences qui lui sont imposées. Ensuite, la deuxième condition qui ferait qu'un distributeur ou un importateur deviendrait fabricant, c'est si jamais il modifie la destination du DM. Donc, il ajoute une nouvelle indication, qu'il fasse une extension de la population cible, ce genre de choses. Et le troisième motif, ça serait s'il change la manière dont, s'il modifie le dispositif et que ça a une influence sur ses exigences, sur les exigences applicables. Donc, je ne sais pas, par exemple, modifier impacter l'emballage qui impacterait la stérilisation ou changer une pièce ou un élément sur un équipement. Voilà. Donc, dans ces trois cas-là, l'importateur ou le distributeur devient fabricant. Par contre, ce n'est pas considéré comme des modifications du produit tous les cas de traduction de notice. Si c'est le distributeur qui se charge de distribuer et de fournir une notice, ça, c'est une exception. Et tout ce qui va être modification du packaging extérieur, donc tout ce qui n'influencera pas la stérilité du produit pour les produits stériles. Donc, dans ces cas-là, le distributeur, l'importateur ne prendra pas toutes les responsabilités du fabricant. Néanmoins, il aura quelques obligations supplémentaires. Donc, il devra faire certifier par un organisme notifié les tâches qu'il effectue, donc ou la traduction ou le reconditionnement. Donc, il faudra qu'il mette en place un mini système qualité qui devra être certifié par Noël. Donc, dans ces cas de produits qui sont réétiquetés ou reconditionnés par le distributeur ou l'importateur, il devra aussi en informer le fabricant qui procède à ce réétiquetage ou ce reconditionnement. Sur la demande du fabricant ou de l'autorité compétente, il devra fournir un exemplaire ou une maquette du reconditionnement et il devra transmettre le certificat de l'ON à l'autorité compétente. Donc, le fameux certificat de ce mini SMQ. Puis je vais laisser du coup la parole à Isabelle pour faire le point sur le point juridique sur les responsabilités des distributeurs. Merci Julien. Alors effectivement, on l'a vu, c'est assez similaire entre les importateurs et les distributeurs. D'un point de vue des responsabilités, ces deux statuts, ces deux acteurs doivent veiller, Julien nous l'a expliqué tout à l'heure, aux conditions de stockage ou de transport, tant que le dispositif en fait, est sous leur responsabilité. Ils doivent veiller à ces conditions de stockage ou de transport du dispositif pour ne pas compromettre sa conformité avec les exigences générales en matière de sécurité et de performance, ou en tout cas à côté distributeur selon les indications du fabricant. Si l'importateur, le distributeur considère ou a des raisons de croire que le dispositif n'est pas conforme à la réglementation, il doit en informer le fabricant et le mandataire, donc une remontée d'informations à faire vis-à-vis du fabricant et du mandataire. En revanche, donc ça, si c'est clairement mentionné dans le règlement, en revanche, sur les conditions de la responsabilité, le règlement est silencieux de ce côté-là. On est vraiment, à chaque fois, il est mentionné, c'est en tant que le dispositif est sous leur responsabilité, mais on n'a pas plus d'informations. D'où l'importance du contrat. Anne-Laure le disait en début de séance, où le règlement maintenant oblige, si on avait un doute, en tout cas le doute aujourd'hui n'est plus permis, le fabricant doit passer des contrats et des contrats écrits avec chacun de ses opérateurs, d'où là l'importance du contrat. Le contrat va nous aider à limiter ou délimiter, ou en tout cas encadrer la période notamment pendant laquelle le dispositif est sous la responsabilité de l'importateur ou du distributeur, les activités qui vont être concernées. Effectivement, il faut prendre ce contrat comme une chance ou en tout cas une possibilité de pouvoir plus expliciter là où débutent ou là où se terminent les responsabilités de chacun de ces acteurs. Et après, slide suivante, pardon. Voilà, merci. On regardera aussi qu'effectivement, l'importateur et le distributeur ont des obligations de moyens, parce qu'on va leur demander de consigner les diligences, donc les actions qu'ils ont accomplies pour vérifier en fait, la conformité du produit.
et le respect par les autres opérateurs de leurs obligations les incombant. Et pareil, ça va être le leitmotiv des contrats, c'est-à-dire qu'au travers des contrats que l'on va mettre en place, on pourra justement organiser cette vérification de la conformité et notamment peut-être éviter les situations un petit peu gênantes ou confusantes, puisque au moment de la rédaction de ce contrat, ça permettra aux deux parties de pouvoir clarifier où commence l'action de l'un, où se termine l'action de l'autre, ou en tout cas ce que l'on entend notamment par la vérification. C'est pour ça qu'on vous disait que la rédaction des contrats, ça devient vraiment une nécessité. C'est toujours nécessaire, hein, ce n'est pas un avocat qui va vous dire le contraire, mais là encore plus. Donc pour bien préciser la relation entre les parties. Et aussi, par exemple, quand Anne-Laure et Julien mentionnaient le fait que ces opérateurs devaient fournir des échantillons à la demande, par exemple, des autorités, c'est justement d'organiser avec le fabricant la façon dont, notamment ces échantillons, par exemple, sont fournis pour pouvoir répondre à chacune des demandes des autorités. Slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, on vous a présenté assez rapidement les statuts, notamment en faisant plus un focus sur le statut de mandataire, d'importateur, de distributeur. Les points de vigilance que tous les trois on voulait vous transmettre, c'était déjà et avant tout de bien identifier le statut associé à chacun de ces produits. Donc, Anne-Laure vous l'a dit, Julien vous l'a redit. Effectivement, on est un statut qui est lié à un produit et pas un statut qui est lié à une entité juridique. Comme ils l'ont évoqué, on pourrait être distributeur et importateur, distributeur tout seul. Une société, il faut avoir en tête qu'une société peut effectivement avoir plusieurs statuts, hein, elle a plusieurs produits, et en fonction de ces produits, elle pourrait être pour certains fabricants, pour d'autres importateurs, distributeurs, là, tiens, ou mandataires aussi. Le règlement organise, et il va falloir être vigilant là-dessus, sur l'organisation des responsabilités entre les différents acteurs économiques, notamment pour pouvoir permettre à chacun des opérateurs de finalement vérifier les obligations de l'opérateur qui le précède, pour toujours bien s'assurer du respect des exigences du règlement. Et on a un outil qui pourrait nous aider à cela, c'est notamment au travers du contrat qui sera mis en place entre les différents opérateurs. Et on sait aujourd'hui, notamment par rapport à des inspections que peut faire l'ANSM, et on sait aujourd'hui que peut-être dans le secteur, on est un peu faible sur la contractualisation. Mais utilisons cet outil pour justement permettre à chacun des opérateurs d'être plus à l'aise ou confortable dans le respect du règlement pour pouvoir organiser justement pour chacun le respect de ses obligations. Je pense qu'on a fait à peu près fini du tour. Sylvie, je laisse la parole. Oui, je souris parce que j'étais un petit peu submergée de questions. Donc, j'ai eu un petit peu de mal à suivre la présentation. Donc, je tiens à remercier tous les participants de leur écoute active, et j'ai bien pris note de vos questions par mail, par chat, par la question et réponse, la box questions et réponses. Et je tiens à remercier les conférenciers pour la qualité de leur support et leur présentation. Merci à vous. Et donc, je vous propose de ne pas perdre de temps et de passer directement à la première question. Alors, j'ai essayé de trier et bon, ça part un peu dans tous les sens. Je vais essayer de faire mandataire, distributeur, importateur parce que sinon, ça va être plus complexe qu'on l'imagine. Donc, importateur. Le règlement dit, le MDR de 2017-745, dit que l'importateur est une personne physique ou morale qui met un dispositif provenant d'un pays tiers sur le marché. Article 2.33. Or, la définition de mise sur le marché, article 2.28, précise que c'est la première mise à disposition sur le marché qui compte comme une mise sur le marché. Est-ce que l'on considère l'importation par rapport à un dispositif, référence commerciale, ou par rapport à des lots de produits qui arriveraient sur le marché à intervalles réguliers?
Vu la question pointue, je pense que je vais la demander à 2 ou 3 personnes dans l'assistance. Donc, je vais commencer par Anne-Laure qui était arrivée sur les définitions, puis Julien qui avait discuté des importateurs. N'hésitez pas, prenez la parole à tour de rôle. En enlevant votre micro. En mettant votre micro, pardon. Je répète, est-ce que l'on considère l'importation par rapport à un dispositif selon la référence commerciale ou par rapport à des lots de produits qui arriveraient sur le marché à intervalles réguliers? Pour moi, pour les importateurs, c'est par rapport à la référence commerciale. Pour moi aussi. Par contre, pour les distributeurs, là, on parle de lots de produits, par contre. Voilà, ça répond à une autre question que j'ai eu aussi de l'assistance d'une autre personne, donc c'est plutôt les lots de produits. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs importateurs pour un même dispositif? Et j'avais aussi une autre question de ce type-là. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mandataires pour un même… Excusez-moi, je vais bien la reformuler, donc je vais la relire. Oui et non. Il peut y avoir plusieurs importateurs pour un même dispositif, mais le mandataire, il est forcément unique. Exactement. Voilà, c'est la question que j'avais. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de joindre les deux. Donc, il peut y avoir plusieurs distributeurs, mais par contre, le mandataire reste unique. Oui. Un fabricant peut-il avoir plusieurs mandataires dans le même pays? Je complète la question. Un fabricant peut-il avoir plusieurs mandataires dans le même pays? Alors, un fabricant, admettons, fabrique 5 produits, il peut prendre 5 mandataires différents. Il peut très bien prendre des mandataires par rapport à certaines technos ou certaines habitudes de ce mandataire. Rien ne l'empêche. Par contre, pour chaque produit, ce sera un seul mandataire. Après, il y avait l'histoire des génériques de produits, c'est-à-dire qu'un distributeur qui va avoir, un mandataire qui va avoir un produit, s'il y a une gamme, il devra avoir un mandat sur l'ensemble de la gamme. Le fabricant ne pourra pas dessiner qu'une gamme de produits dits génériques. Je continue. Est-ce possible de changer d'importateur au cours du temps? N'est-ce pas contradictoire avec la notion de première mise à disposition sur le marché qui sous-entend que l'importateur est celui qui met sur le marché la première fois et non en routine au cours des mois et des années suivantes? Non, tu changes d'importateur autant que tu veux au fil du temps. Pourtant, le principe que tu peux changer de mandataire, non, je vois pas, il n'y a pas de limite. Il n'y a rien là-dessus, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Et quelles sont les démarches pour changer d'importateur? Avec l'importateur, ce n'est pas les mêmes relations que le mandataire, où j'ai envie de dire c'est un contrat purement commercial. Alors c'est bien, comme on l'a évoqué dans les contrats commerciaux, de mettre en plus quelques… Alors, si vous êtes fabricant, que vos distributeurs, vos importateurs, vous assurez qu'ils fassent bien leur boulot et vice-versa. Si vous êtes importateur, c'est bien que le fabricant soit conscient des obligations que vous avez. Donc je trouve ça bien de les mettre dans le contrat, mais ça reste un contrat commercial, donc il faut le rompre aux conditions du contrat. Mais il n'y a pas d'obligation réglementaire là-dessus. C'est pas comme le mandataire où c'est un peu plus délicat, parce que votre mandataire, c'est quand même un représentant légal pour vous. Je ne sais pas si c'est clair. Je laisse à la personne qui posait la question le soin de me renvoyer un message si ce n'est pas le cas, que je traiterai. Je ne sais pas, t'en penses quoi, Anne-Laure? Je suis assez d'accord. Le mandataire, la problématique, c'est lui qui va représenter administrativement le fabricant sur la zone de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il y a plus de formalisme à changer de mandataire, puisqu'en fait, il y a toute la nécessité de passation qui est importante. C'est l'entité administrative. Sur l'importation, on est sur un biais commercial. Donc, je pense que les obligations sont moins lourdes. Je pense qu'on peut en changer. Après, il n'y a rien d'écrit dans les textes sur comment changer d'importateur. Il n'a pas l'obligation d'être unique, l'importateur. Tout à fait. Vous pouvez avoir plusieurs importateurs pour le même produit. Hein. Oui, il y avait un schéma, alors on ne l'a pas mis, mais on avait, dans la préparation qu'on avait fait avec Julien au départ, on avait un schéma justement mais je crois que je l'avais aussi sur le schéma là, qui était inclus, d'un fabricant qui envoie à 3 importateurs différents. Il ne faut pas oublier qu'on parle de l'Union européenne, on ne parle pas que de la France. Et donc, on peut se retrouver avec des importateurs pour chaque pays de l'Union européenne. Et à terme, le fabricant peut très bien limiter les choses et ne prendre plus qu'un importateur pour l'Union européenne qui, lui, va travailler avec différents distributeurs. Tous les schémas, en fait, les schémas sont assez compilables. Tout comme un importateur pourrait très bien vendre directement à un établissement de santé. La seule chose, c'est qu'à un moment, la facturation, elle doit passer entre guillemets, par un distributeur local, national, on va dire. Là, c'est le cas. Hein. Il y a beaucoup de cas d'importateurs qui sont aussi des distributeurs. Qui ont les deux postes, oui, qui ont les deux statuts conjoints. Voilà. Mais il y a aussi des importateurs qui ne voient jamais les produits. Vous avez des gens qui font vous pouvez un importateur. C'est pour ça que sur l'importateur, on ne lui demande pas de vérifier
de faire une vérification par lot des produits, parce que vous avez des importateurs qui, les produits, ils les ont jamais entre les mains. Ils font de l'import-export et ils commandent en Chine et puis ils renvoient directement sur leurs différents distributeurs en Europe. Et ça, eux, les produits physiquement, ils les ont jamais. Donc, ils s'assurent qu'initialement, les produits sont conformes. Et après, j'ai envie de dire, c'est à contractualiser avec le distributeur pour que lui s'assure que lot après lot, les produits le restent, en gros. C'est pour ça qu'ils ont, pour moi, c'est un peu l'esprit du règlement. C'est pour ça qu'il a été découpé en 2 articles et qu'ils n'ont pas traité les 2 ensemble, même si leurs obligations sont très proches. Je reprends un peu au début de la présentation. Pour la mise à disposition sur le marché, le fabricant met sur le marché quand il vend à un distributeur qui lui-même fait une mise sur le marché. Alors là, j'ai deuxième, non, qui lui-même fait une mise sur le marché, en deuxième, je pense. Alors, tu peux reprendre le début de ta question? Le fabricant met sur le marché quand il vend à un distributeur qui lui-même fait une mise sur le marché. Je pense que c'est physique, il doit manquer un terme. Alors, en fait, ça peut arriver. Il se peut on va prendre le cas d'un fabricant qui est en Asie. Il va envoyer un importateur. L'importateur, il va être forcément sur la zone européenne. Et parfois, en fait, l'importateur, donc, comme l'expliquait Julien juste avant, sert plus de passe-plat parce que lui ne voit jamais physiquement le produit. Il arrive chez un distributeur. Ce distributeur, lui, est peut-être amené à distribuer sur plusieurs territoires nationaux. Et ben, lui peut décider, par exemple, dans certains domaines où on a, par exemple, le dentaire, il y a des vrais distributeurs qui, eux, vont vendre les produits à l'unité, vont reconstituer à la commande de chaque dentiste qui est dans son cabinet. Donc, en fait, effectivement, on peut passer d'un distributeur qui va avoir le produit pour tout le territoire national à un distributeur qui, lui, fait vraiment du désemballage et de la vente à l'unité. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. J'ai une petite question maintenant pour Isabelle. Un mandataire qui rompt le contrat quand le fabricant ne respecte plus ses obligations pour une raison de modification de produits non tracés ou non documentés, par exemple, reste-t-il responsable sur la période incriminée? On ne vous entend pas, Isabelle, il faut remettre votre micro en marche. Isabelle? Ah, elle s'est déconnectée, elle se reconnecte. Bon, je la mets de côté pour l'instant, j'attends que les soucis techniques. Elle avait une connexion Internet instable, donc je pense que là, c'est confirmé. Une question pour Julien. La personnalisation du DM est-elle vue comme une modification? Ça dépend, oui, a priori. Je dirais, comme ça, je dirais oui. Après, il faut voir dans les détails quelle personnalisation, mais il y a des chances que oui. En fait, ça dépend de l'impact. Oui, ça dépend de l'impact. C'est sûr que si vous avez un scanner, vous le repeignez de blanc à vert, non. Par contre, voilà, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est si jamais ça impacte les exigences, les spécifications du produit et la sécurité ou la performance. Il faut vraiment le mesurer un peu comme on pourrait le faire dans un change control ou quelque chose comme ça. Si ça a un impact sur la sécurité, la performance ou les exigences réglementaires, oui. Mais une personnalisation, voilà, si c'est vraiment une mise aux couleurs d'une autre société, pour moi, c'est du même acabit que du packaging. Question tout aussi intéressante qui porte sur la personne chargée de la veille, enfin la PRRC ou la PV machin VCCRR, enfin, la personne responsable de la veille réglementaire. Est-ce qu'elle doit être aussi enregistrée dans EUDAMED comme pour le mandataire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où EUDAMED sera ouvert, dans les obligations de traçabilité qu'auront les fabricants et les mandataires, la désignation de cette personne avec son CV seront à ajouter. Et si jamais c'est un consultant extérieur qui a un contrat de consulting pour X jours, etc., il devra également être enregistré. Donc, je passe pour l'instant les questions sur les contrats jusqu'à ce qu'on puisse récupérer Isabelle. En cas de non-récupération d'Isabelle, je vous informe directement. Bon. Ah, merci Isabelle. Je suis désolée, c'est toujours aussi instable, mais c'est bon. Pardon. Le mandataire qui rompt le contrat quand le fabricant ne respecte plus ses obligations, par exemple pour une raison de modification de produits non tracés documentés, est-ce qu'il reste responsable sur la période incriminée? Elle est bonne. Alors, le mandataire a vérifié les obligations du fabricant. Il se rend compte à un moment que finalement le dispositif
n'est plus conforme, Tout à fait. il va commencer déjà à demander des explications. Je réfléchis tout haut, hein, parce que la réponse n'est pas évidemment écrite toute noir sur blanc dans le règlement. Il va demander des explications ou des informations aux fabricants, ou bien il aura des informations, dans le meilleur des cas, qui ne seront pas satisfaisantes à son analyse, pardon, à son goût. Du coup, il va y mettre fin. Effectivement, il y aura potentiellement, entre le moment où le fabricant aurait fait évoluer le produit, modifié, ou en tout cas n'aurait plus respecté la réglementation, et le moment où le mandataire s'en aperçoit, il pourrait éventuellement voir sa responsabilité engagée. Ouais. Alors, après, c'est pour ça qu'il faut profiter de la négociation, de la rédaction du contrat, pour vraiment mettre à plat toute la relation, que ce soit mandataire-fabricant ou que ce soit après pour les contrats d'importateurs ou de distributeurs. Si vous avez, parce qu'il va y avoir, si vous vérifiez de manière, on va dire, régulière, je ne m'engagerai pas sur la temporalité, il ne faudra peut-être pas laisser effectivement trop de temps pour que finalement, entre deux vérifications ou deux échanges d'informations avec le fabricant, si entre ces deux moments qui ne sont pas trop éloignés, il y a une modification, voilà, éventuellement, il y aura des moyens, peut-être pour le mandataire, de pouvoir… sa responsabilité, elle sera engagée. Après, est-ce qu'il n'y aura pas les moyens de la dégager parce qu'il aura été, on va dire, je ne vais pas dire vigilant, mais il aura fait attention. Il aura démontré en tout cas qu'il a mis tout en œuvre pour respecter la réglementation. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça va être du cas par cas. Voilà. Et d'où l'importance peut-être de bien cadencer les relations et les vérifications que l'un des opérateurs pourrait avoir vis-à-vis de l'opérateur précédent et de ne pas laisser trop de laps de temps. Voilà. Justement, entre deux mandataires, qu'est-ce qui se passe? On suspend la commercialisation ou qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation? Alors, changement de mandataire. Mais il n'y a pas de trou mandataire, puisque quand tout à l'heure à la question est-ce qu'on peut changer d'importateur, de distributeur, comment fait-on? Et finalement, comme le disait Julien et Anne-Laure, rien n'est en tout cas écrit. Rien n'est formalisé, on va dire, dans le règlement, et c'est du gré à gré. Hein, c'est entre là, dans le changement de mandataire, le règlement nous dit quoi? Il nous dit que de toute façon, au moment où je change de mandataire, il doit y avoir un accord entre le fabricant et l'ancien mandataire, et si possible avec le nouveau. Donc, normalement, on n'a pas de trou. Quand l'ancien mandat s'arrête, on a forcément un nouveau mandat qui commence avec un nouveau mandataire, puisque ça doit être formalisé. Idéalement, ce qu'on nous dit, c'est dans le même document, donc celui qui sort et celui qui entre, et pour régler effectivement toutes les dates, pour savoir quand finit l'un et quand commence l'autre. Donc, normalement, on va dire, si on lit le règlement à aujourd'hui, on verra après avec la pratique, normalement, il ne devrait pas y avoir de trou. Je ne sais pas si ça répond à… Si, ça répond à la question. Et dernière chose par rapport à cette situation, j'ai une question qui est: le mandataire doit-il prévenir ses distributeurs? La réponse est forcément oui. Enfin, il faut qu'il y ait un échange entre les deux. Est-ce qu'il y a un délai légal, quelque chose qui apparaît quelque part dans le règlement sous ces délais de prévenance, ou pour que le distributeur sache un petit peu suivre le dossier de loin? Est-ce qu'on a une obligation particulière? Je revérifierai, mais il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de… Après, calendrier, non, il n'y a rien. Donc, en fait, le distributeur est mis devant le fait accompli. Alors, ça, il doit le savoir le jour J, par contre. Ouais. Il ne peut pas être dans l'ignorance pendant une période. Oui, c'est ça. Et puis, le mandataire, il n'a pas intérêt. Puisqu'il veut sortir de la relation, d'accord? Enfin, oui, puisqu'il veut sortir de la relation, alors que ce soit le mandataire ou le fabricant, vous avez de toute façon intérêt à prévenir les autres opérateurs. Si je suis mandataire et que je n'ai, entre guillemets, plus envie pour différentes raisons, je veux me retirer de ce mandat-là, je vais informer les autres opérateurs de façon à, entre guillemets, le plus tôt possible sortir de la relation. Donc,
effectivement, comme dit Julien, il peut être mis devant le fait accompli le jour J, mais dans les faits, celui qui voudra sortir de la relation aura intérêt à informer l'ensemble des autres opérateurs pour pouvoir le plus rapidement ne plus être, on va dire, impacté par le sujet ou en tout cas par les différentes obligations liées au produit. En plus, dans les faits, le mandataire gère rarement les relations avec les importateurs et les distributeurs, hein. Souvent, le fabricant a son mandataire et c'est le fabricant qui traite directement avec ses importateurs ou ses distributeurs, hein. Donc, le fabricant, dans ce cas-là, moi, je pense que le fabricant, lui, c'est lui qui gère la relation commerciale souvent, de ce que j'ai pu voir. Donc, lui va informer ses distributeurs en disant attention, on change de mandataire. Et en toute rigueur, ça devrait se voir sur les packaging des produits, hein. Oui, sur l'étiquetage externe. Ouais. Les étiquetages que les importateurs et les distributeurs sont censés vérifier. Par contre, je réponds aux questions, excusez-moi. Non, mais en fait, Julien a bien résumé, c'est que maintenant que l'étiquetage est obligatoire avec le sigle justement importateur, mandataire, distributeur, en fait, ça permet justement que tout repasse par le fabricant, puisque c'est lui qui va modifier le packaging ou donner son accord. On ne peut pas ajouter une étiquette avec les coordonnées d'un mandataire sans avoir l'accord du fabricant. Donc, en fait, ça permet quand même de lisser les choses. Pour ceux qui m'ont posé les questions tout de suite, je me permets de répondre. Vous aurez le lien vers le webinaire, il est enregistré. Je viens sur une question que j'ai trouvée particulièrement intéressante. C'était sur le calcul des échantillonnages pour les distributeurs, une vérification par échantillonnage. Comment va-t-on procéder pour déterminer la taille de l'échantillonnage et pour la justifier? C'est toujours le même problème des échantillonnages, hein. L'éternelle question. Non, mais il y a des normes statistiques, hein. Le mieux, c'est de se baser sur des normes parce que c'est le mieux pour le justifier. Donc, en fonction du volume de vente effectué. Ouais, et puis un peu comme on fait en contrôle qualité. Au départ, on met si on ne connaît pas trop le fabricant, on met des contrôles renforcés. Puis au fil du temps, on réduit les échantillonnages parce qu'on a du recul et on peut justifier qu'on fait un contrôle moins renforcé parce qu'on n'a jamais rencontré de problème. Et inversement, si on rencontre des problèmes, on renforce les contrôles pour. Voilà. Mais il faut se baser sur les normes statistiques. C'est le mieux. Toujours pareil par rapport à la vérification, toutes les commandes de DM doivent être vérifiées par l'importateur et ou distributeur. Le contrôle est-il un contrôle physique du produit? Donc, comme on se le disait tout à l'heure, quand justement le produit ne passe pas. Alors, le contrôle pour chaque commande, alors, c'est pas clair dans le règlement. Ils disent pas si c'est chaque commande, chaque lot, voilà. Ils définissent pas de fréquence. Mais ils sous-entendent que le distributeur doit faire des contrôles par échantillonnage, justement. Donc, ça sous-entend qu'il ne va pas le faire qu'une seule fois. Il doit le faire au fil du temps. Donc, à chaque commande ou à chaque lot qu'il reçoit. Mais ça concerne que le distributeur. Pour l'importateur, ils disent qu'il doit faire des vérifications, mais il n'y a pas cette notion d'échantillonnage et de fréquence. Donc, sous-entendu, s'ils n'ont jamais le produit qui leur passe entre les mains, ils peuvent le faire initialement quand ils l'importent la première fois, j'ai envie de dire, en gros, pour constituer le dossier. Et après, je pense qu'ils peuvent peut-être plutôt voir avec les distributeurs, s'assurer dans leur contrat avec leur distributeur que le distributeur fait des vérifications régulières et les informe en cas d'écart. Moi, je serais importateur de produits et pas distributeur, en gros, que les produits ne me passent pas entre les mains, je le contractualiserai comme ça. Je ferai des contrats avec mes distributeurs en disant, vous devez faire des contrôles fréquents et au moindre écart, vous me le dites. Moi, initialement, j'ai vérifié que le produit importé est bon, mais au fil des commandes, si vous avez un problème, vous me le dites. Moi, je le ferai comme ça. Je reviens à Isabelle. Est-ce qu'il existe des contrats types avec les différents opérateurs économiques, enfin, des choses déjà cadrées, customisables? Excusez-moi, ma connexion est encore instable. Désolée, la question était, est-ce qu'il existe des contrats types entre les différents opérateurs économiques? La difficulté des contrats types, hein, c'est que de toute façon, votre situation est toujours un petit peu particulière. Particulière. Voilà, donc c'est un peu plaquer un contrat sur une situation et c'est toujours de se poser la question de savoir si vous êtes dans la même situation que ce que le contrat prévoyait. Donc, il va exister des contrats types, mais est-ce qu'ils seront adaptés à votre situation? Ça va être ça la difficulté. Déjà, peut-être que le premier, alors effectivement, parce que je vois… Le SNITEM en a proposé quelques-uns. J'ai une remarque. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, le SNITEM n'a pas proposé
en tant que tel un contrat type. En revanche, me semble-t-il, a alerté et a repris justement en fonction de certaines situations des clauses types, ce qui vous permet, entre guillemets, de faire un patchwork, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'un contrat type, finalement, c'est que du début à la fin, c'est un contrat que je plaque sur une situation. En revanche, ce que le SNITEM a fait, c'est qu'en fonction des différentes situations, a proposé ou propose des dispositions. Ce qui veut dire que ça va vous obliger à vous poser la question pour chacune des situations et peut-être à piocher, entre guillemets, en fonction de la situation, sur la clause 1, la clause 2 ou la clause 3. Ce qui est comme démarche, entre guillemets, pas tout à fait la même chose que le contrat type. Et c'est pour ça que le SNITEM n'a pas pris un contrat en tant que tel, mais effectivement en fonction des situations, pour vous amener, vous aider dans la mise en place de ces contrats et je crois que c'est un des participants effectivement spécifique, ce n'était pas un contrat type, mais c'est des clauses type. Voilà, parce qu'effectivement, à chaque situation, et le document du SNITEM dit bien qu'il faut vous poser la question. Peut-être que vous n'aurez pas forcément 2 fois le même contrat. Voilà. Même si vous êtes le même fabricant, le même mandataire, le même distributeur, le même importateur, en fonction du dispositif, en fonction de la relation que vous avez avec l'autre partie en face, même s'il y a évidemment un certain nombre d'items que l'on va retrouver, puisqu'on a vu déjà que le règlement nous en imposait un certain nombre. Quand tout à l'heure, on disait que pour le mandataire, il y avait des obligations qui étaient, j'ai envie de dire, obligatoires. En tout cas, à minima, effectivement, vous ne pourrez pas faire en dessous, mais on peut en rajouter en plus, ou en tout cas dans la façon de mettre en œuvre ces obligations en fonction du dispositif, en fonction du fabricant, ou en tout cas de l'environnement. Il faudra adapter les clauses. Question par rapport à… Pardon, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, oui, ça peut aider, mais il faut vraiment les prendre comme des checklists. En cas de déclaration de vigilance faite potentiellement, enfin, qui doit la faire en gros? Potentiellement par le distributeur, qui l'a fait, l'importateur et le fabricant? Ou l'importateur? La connaissance. Le premier qu'on a la connaissance, c'est ça, Anne-Laure? Tout à fait. Ouais. Premier report. Et ensuite, pour compléter les éventuelles recherches, les mises à jour, le rapport MIR, par exemple, il y a une première version qui est la version initiale de déclaration. Il n'y a pas de… Aujourd'hui, en fait, les deux principaux qui vont devoir, les deux statuts principaux qui vont devoir remonter les données, notamment via EUDAMED, ça va être le fabricant et ça va être le mandataire. Sachant que le fabricant, quand il y a un mandataire, le fabricant est hors Union européenne, il a la nécessité de s'identifier, il a la nécessité également d'avoir une personne en charge de veiller à la réglementation, mais c'est des gens qui communiquent. En fait, quand ils se rendent compte qu'une donnée est rentrée via l'importateur, donc via la France, et que le fabricant, admettons, est aux États-Unis, en fait, avant d'implémenter les données dans le DAMED, il y aura forcément, alors c'est pas prévu par les textes, mais il est quand même prévu de bon sens de pouvoir comparer si c'était un cas qui venait de la France et que c'était un cas via le mandataire, ou si c'est un cas qui arrivait directement chez le fabricant, et d'éviter qu'il y ait des remontées 2 fois du même cas. Ce qui impacterait de toute manière les PMS et le suivi après commercialisation du dispositif. Donc de toute façon, c'est marqué nulle part, mais je pense qu'il paraît de bon ton de se dire qu'il y aura une communication entre les deux principaux statuts. Là où ça reste un peu plus hypothétique, c'est notamment via des distributeurs. C'est pour ça qu'en fait, ils ne sont pas amenés à aller directement dans le DAMED faire des déclarations, parce que, imaginons un fabricant qui a une centaine de distributeurs sur la zone européenne. Si les 100 déclarent des cas et qui sont aussi remontés par le mandataire et qui sont aussi remontés par eux, ça impacterait vraiment de manière négative le dispositif médical et sa sécurité. Dernière question, parce qu'il y en a vraiment énormément, donc je vais être obligée de faire un filtre. N'hésitez pas, à la fin, vous avez le lien vers le compte Expert MedTech pour en poser davantage si je n'étais pas revenue en détail sur certaines d'entre elles. J'essaie de faire des gros groupes. Je suis allée dans l'ordre chronologique des questions. J'ai beaucoup de questions sur les pharmacies, les distributeurs de type Auchan, Carrefour, les grandes distributions. Justement par rapport à ces distributeurs et les pharmaciens, ce sont des distributeurs avec les mêmes obligations que les autres. La réponse maintenant, je crois qu'on la connaît. Ça fait mal à entendre, mais oui, c'est la même chose que pour tout le monde.
Et donc, comment faire ces contrats avec ces distributeurs? Est-ce que justement, il faut intégrer la vigilance? Est-ce qu'il faut notifier les responsabilités vis-à-vis du fabricant ou du distributeur fabricant en direct? J'ai beaucoup de questions sur cette particularité à la française, on va dire, où le distributeur peut être soit un gros centre commercial, un gros réseau de commerce, un distributeur pharmacien, et comment se passe surtout la vigilance et le retour post-commercialisation? Alors, pour la vigilance, ça revient à ce que je te disais il y a 2 secondes, Sylvie. Oui. En cas de dispositif non conforme, le distributeur, quel qu'il soit, que ce soit Auchan, la pharmacie ou autre, doit vraiment informer le fabricant et le mandataire. Et il doit également transmettre toutes les réclamations aux fabricants et aux mandataires. Et en fait, c'est vraiment eux. Alors, eux, ils vont forcément, le distributeur, dans ses missions, il doit tenir à jour un registre des réclamations, des DM non conformes, des rappels et des retraits. Mais ce n'est pas lui qui fera la déclaration directement sur Eudamed. Il doit le transmettre au mandataire et ou au fabricant, sachant que quand il y a un mandataire, c'est quand même lui qui est le représentant administratif légal du fabricant sur la zone européenne. Donc, il n'est pas de bon ton de passer directement par un fabricant. Mais bon, après, ça, ce sont des dispositifs qui sont à part. Donc, en fait, non, il faut absolument un registre chez le distributeur. Par contre, ce n'est pas lui qui traite la demande. Ce n'est pas lui qui va vers l'autorité compétente. Ce n'est pas lui. Le mandataire est là pour ça. 2 remarques. Donc, une première, attention aux stats de l'ISO 2859 qui ne sont pas toujours applicables. Une remarque. Et une deuxième remarque, l'ISO 13485 peut aider les opérateurs économiques à répondre à leurs obligations et à les structurer. J'ai bien envie de répondre oui. Ça peut, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets. N'hésitez pas à nous renvoyer des questions qui seraient restées éventuellement en suspens sur notre email, rendez-vous expertmedtech.com. Vous retrouverez donc la vidéo qui sera postée sur le lien YouTube et vous la recevrez dans vos emails, donc Expert Medtech Webinar and Training. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur LinkedIn et le prochain webinaire sera dorénavant à la rentrée. Je vous remercie tous pour votre participation et je vous dis à bientôt et passez un bel été.